Bienvenue sur le plateau de Laissez parler les gens, une émission qui vous est proposée par Matongué TV en coproduction avec Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous allons ensemble aller à la rencontre d'une légende vivante, puisqu'il s'agit du commandant Simon Diasoloa, l'un des deux tout premiers pilotes de l'histoire de l'aviation civile congolaise, qui vient de publier un livre autobiographique intitulé Entre ciel et terre. Mon commandant, bonjour. Bonjour Henri. Merci de nous faire l'honneur de venir partager ces premières impressions de votre ouvrage sur le plateau de Laissez parler les gens. Nous allons pour ce faire accompagner le commandant Diasoloa avec Ramsès Ramazani, que vous connaissez, qui est le directeur général de Matongué TV, mais surtout qui est consultant en transport aérien, certifié IATA, qui est donc quelqu'un de suffisamment outillé que pour pouvoir accompagner le commandant durant cette émission. Ramsès, bonjour. Bonjour Henri, bonjour commandant Diasoloa. Voilà, mon commandant, je vais tout de go entrer dans le vif du sujet. Entre ciel et terre, c'est plus de 40 ans d'expérience, 40 ans de carrière au sein de d'abord Air Congo, puis Air Zaïre. Vous avez vous-même, en votre qualité de consultant aéronautique et spécialiste expert enquête accident, eu à mener un certain nombre de missions. Alors, dites-nous avec le recul, cet ouvrage que vous léguez pour la postérité, comment vous le concevez aujourd'hui? Est-ce que c'est un legs? Est-ce que c'est un testament? Passez-moi l'expression. Que recherchez-vous à travers ce livre? Bon, au départ, c'est d'abord un livre de souvenirs. Parce que 40 ans de vie professionnelle dans le domaine aérien, je suis passé par plusieurs événements. Donc c'est d'abord un livre de souvenirs, et ensuite mon souhait est que ces livres puissent servir de référence à la future génération de pilotes de mon pays, et aussi servir de référence à nos dirigeants actuels et futurs dans le domaine qui est le mien, dans le chef du respect des engagements pris par mon pays vis-à-vis de l'OACI, et j'en passe. L'Organisation de l'aviation civile internationale. Ramsès Ramazani, une première réaction peut-être? Oui, une très grande réaction, parce que nous savons très bien que nous avons la chance sur ce plateau de recevoir le commandant Diasoloa, que tout le monde connaît, du moins les spécialistes de l'aéronautique, mais aussi le public qui a eu à voler sur Air Congo, vous l'avez rappelé, et Air Zaïre. Mais ma question est celle-ci, commandant, vous savez très bien l'état dans lequel se trouve l'aviation civile en général en Afrique, assez désastreux. Ce ne sont pas des hommes qui manquent, ce sont des hommes de valeur, des professionnels, mais que faut-il donc faire pour l'Afrique, pour le Congo en particulier, avec toute cette grande étendue où il ne subsiste plus que le transport aérien qui relie un point à un autre? Merci pour la question. Effectivement, ce qui se passe dans mon pays, la RDC, je vais plus parler de la RDC que du reste de l'Afrique, doit nous interpeller. Pourquoi ça doit nous interpeller? Tout simplement parce que nous bénéficions de tous les atouts pour améliorer les choses. Si nous le voulons, nous pouvons redresser la sécurité aérienne en RDC en un an. Il suffit de le vouloir, comme on dit, qui veut peut. Les textes existent. Le pays a plein d'experts dans tous les domaines, et spécialement dans le domaine aérien. Il y a mon collègue Ilunga qui est à Kinshasa. Donc je rappelle qu'il est avec vous. Vous êtes les deux premiers pilotes de l'aviation civile. Il est à Kinshasa depuis des années. Moi, ça fait des années que je vis en Belgique. J'étais à Kinshasa il n'y a pas longtemps, j'ai fait 3 semaines sur place et j'ai eu à rencontrer mon ami Ilunga. Nous avons ensemble énormément partagé. Il s'est fait malheureusement que nos autorités négligent l'expertise de leurs compatriotes
préfèrent souvent l'expertise extérieure. Mais j'oublie que nous avons été formés à l'extérieur parce que le Congo n'a pas de fabricants d'avions, dont nous n'avons rien fabriqué. Nous avons signé des accords au niveau international. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'appliquer ces accords-là. L'OACI, le pays a ratifié la convention de l'OACI. Celle de Chicago, je pense. Hein. Oui, ça s'est fait à Chicago en 1944, mais le pays l'a ratifié, puisqu'à l'époque, nous étions colonie belge. Tout ce qu'on demande, c'est l'application de la convention de Chicago. Il y a des avancées, effectivement. Il y a l'autorité de l'aviation civile qui est là. Ça fait déjà presque 8 ans. Et nous constatons malheureusement qu'ils ne sont pas aussi bien soutenus qu'ils devaient l'être. Parce que une autorité de l'aviation civile, moi je dirais vulgairement, c'est un petit État dans l'État. Techniquement parlant, les décisions de l'autorité de l'aviation civile ne peuvent pas être contestées au niveau des autorités politiques d'un pays. Ils ont ce qu'on appelle l'autonomie de gestion, même s'ils dépendent administrativement de l'État, mais dans leurs décisions, ils doivent être autonomes. Oui, commandant Gassola, ça c'est très technique, on ne va pas rentrer dans le côté technique. J'avais demandé, pour abonder un peu dans le sens, vu que nous avons un public qui nous suit avec acuité depuis un moment, on regarde l'aviation congolaise dans un état pitoyable, vous l'avez dit, les autorités ne donnent pas les moyens à cette autorité de l'aviation civile, on ne peut pas contester ses décisions, mais l'on voit aussi qu'il y a un fort problème. On est en train de mettre de l'argent maintenant pour les infrastructures aéroportuaires, mais qu'est-ce qu'on met comme service de maintenance, vu l'état pitoyable des avions qui volent, on les appelle même des cercueils volants? Au niveau de service de maintenance, ça, je crois que c'est propre aux compagnies. Propre aux compagnies, mais la vérification qui peut être faite par l'État. L'État, à travers l'autorité de l'aviation civile, supervise la maintenance des avions. C'est normal, un privé qui va acheter un avion, normalement, comment ça se passe ailleurs? Parce que ce que les gens oublient souvent, acheter un avion, c'est acheter un programme de maintenance. Moi, je me propose d'acheter un avion, mais j'en informe les autorités politiques comme l'autorité de l'aviation civile, mais l'avion, avant de recevoir les papiers requis, il faut que les experts de l'autorité de l'aviation civile puissent constater de visu l'état de l'avion, comment cet avion fonctionne. C'est pas toujours le cas aujourd'hui? Je ne crois pas. D'accord. Ils doivent constater de visu l'état de cet avion, si cet avion a les papiers en règle, si cet avion n'a pas été radié quelque part, je parle d'un avion d'occasion éventuellement, et surtout, demander à l'acheteur son programme de maintenance. C'est très important. Et de ce programme de maintenance dépendra les installations de maintenance. Parce que je peux acheter un avion et sous-traiter la maintenance à l'étranger. Bon, le cas du Congo, on peut aller en Afrique du Sud, comme on peut aller en Europe ou aux États-Unis. Donc le problème, c'est exiger de l'acheteur son plan de maintenance, exiger de l'acheteur le respect d'un des articles les plus importants en matière opérationnelle pour la compagnie. Je crois que c'est l'annexe 6 qui régit les personnels navigants, la documentation et tout ce qui va avec. On arrive là-dessus justement par rapport à cette annexe 6, on va être très technique avec le personnel navigant. Nous remarquons au Congo que l'on a pu former des pilotes à l'étranger
Et actuellement, nous avons beaucoup d'avions qui volent, sur le sol, du moins sur les airs au niveau de la République démocratique du Congo. Et s'il y a des écoles de formation, en fait, j'aimerais que vous nous donniez quelles sont les solutions que vous proposez pour la République démocratique du Congo au niveau de l'aviation civile. Pour le moment, il n'y a aucune école qui existe en RDC. L'aéroclub d'Endolo, je ne considère pas ça comme une école. Et l'aéroclub? C'est un aéroclub. Donc, il n'y a pas d'école de pilotage au pays. Pourtant, il y a quelques années, lors de la gestion du général Molongia, nous avons débuté la formation des pilotes sur place. J'en parle dans mon livre. Nous nous sommes équipés d'avions d'entraînement Tomahawk pour des raisons de réduction de coûts. On s'est dit, envoyer à l'étranger les candidats pilotes pour leur formation va nous coûter un package. Mais en leur donnant une formation initiale au pays, va réduire le coût de leur formation. Est-ce qu'on ne dévalue pas de la sécurité en prenant cette option de réduire les coûts? Plus on réduisait les coûts, plus la sécurité était... on a l'impression que c'est un débat récurrent en fait. Hein. On sacrifie la sécurité par rapport au coût. Non, absolument pas. Absolument pas, parce que l'école de pilotage que nous avions montée à l'époque du général Molongia fonctionnait selon les normes de toutes les écoles de pilotage qui existent dans le monde. Cette école a disparu. Il y avait une raison qui est à l'origine de cette disparition. Alors, les instructeurs, c'est des anciens instructeurs de la force aérienne belge que nous avions engagés, qui sont venus sur place, qui ont commencé la formation des pilotes de la RDC. Mais à l'époque, il s'agissait d'une formation initiale, de base. Parce que la formation avancée, nous n'avions pas l'équipement requis pour cela. Il devait être envoyé à l'étranger. Mais tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est documentation, tout ce qui est livre, nous étions équipés en tout. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais qu'on revienne à votre ouvrage, mon commandant. Alors, en le parcourant, on est quand même assez frappé par... vous êtes à la fois très précis dans vos souvenirs, mais on sent également beaucoup de nostalgie par rapport au statut qu'Air Zahir avait à l'époque. Il faut quand même rappeler que dans les années 70, au tout début, Air Zahir avait le même statut qu'actuellement à Ethiopian Airlines, hein, c'est-à-dire une compagnie avec énormément d'avions. Je crois qu'on approchait la vingtaine ou la trentaine. On a eu un maximum de 50 avions. 50 avions, voilà, donc je pars sous votre contrôle. Alors, aujourd'hui, ceux qui pensent à cette époque se posent encore la question de savoir qu'est-ce qui a bien pu entraîner la faillite d'Air Zahir. Est-ce que vous pouvez en 2 petites minutes nous donner les causes principales et quelles sont vos recettes pour que l'on puisse éventuellement ressusciter une société de ce type qui pourrait redonner confiance et fierté à notre pays? Bon, il y a quelques années, la plupart des compagnies aériennes du monde se posaient à Kinshasa. Et Air Congo, Air Zahir, du point de vue ligne extérieure à la RDC, nous étions on top. Nous avions plus de passagers sur les réseaux externes au Congo que les autres compagnies qui venaient chez nous. Nous étions vraiment à la tête. Et ça a fonctionné comme ça jusqu'à un problème de laserisation où les compagnies qui venaient ne savaient plus sortir leur argent parce que tout s'est dévalué et tout ça. Qu'est-ce qu'on a constaté? La plupart des compagnies se sont détournées de notre pays, telles que British Caledonian, telles que Panam, telles que SAS, telles que Iberia et tout ça. Donc la plupart de ces compagnies ont quitté le pays parce que, commercialement parlant, ce n'était plus valable. Qu'est-ce que la zérinisation a entraîné? Si au départ, il y avait 600 000 passagers, toutes les destinations confondues au départ de Kinshasa vers l'extérieur, après la
le premier pillage de 91, oui, tout 91, on est passé de 600 000 passagers à plus ou moins 150 000 passagers. Et c'est à ce moment précis que les autorités, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, ont choisi pour libéraliser. Ils ont commencé à dire, enfin, la libéralisation venait de commencer, mais enfin, ils ont poussé, vous savez, la barre trop haute. Ils ont permis à certaines compagnies telles que Chabert, telles que Cibé, de sortir du pays et venir en Europe alors que c'était les droits absolus de la compagnie nationale. Oui. Bon, les droits de trafic appartiennent à l'État, mais nous étions la compagnie de l'État, donc c'était nos droits. J'entends bien ce que vous dites, mon commandant, mais quand même, là vous expliquez effectivement des causes, j'allais dire presque structurelles, mais il y a quand même eu une forme de malversation, ou en tout cas une mauvaise gestion. Lorsque l'État, principal actionnaire, utilise la compagnie nationale pour des vols qui sont affrétés ou pour toute une série de missions et que l'État ne paye pas sa part, est-ce que ça, ce n'est pas non plus créer les conditions de la faillite? C'est une des causes. C'est une des causes, effectivement, j'allais y arriver, mais au départ, le fait d'octroyer des droits à ces deux compagnies que je viens de citer, il y a eu la protestation au niveau européen en rappelant aux autorités congolaises de l'époque, aux zaïroises de l'époque, que d'après les accords, nous devions de respecter la monodésignation entre les pays, ce qui n'était pas le cas. Les Belges fâchés ont même voulu empêcher l'arrivée sur leur territoire de certains avions de ces compagnies privées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions surpris de voir que l'État intimait l'ordre aux dirigeants de sa compagnie nationale d'octroyer les numéros de vol de la compagnie QC, nationale, en l'occurrence QC, à des compagnies privées. Oui, effectivement. Alors là, du point de vue déontologique, d'abord, ça ne se fait pas. On ne peut pas. Parce que chaque compagnie a sa réputation. Chaque compagnie sait comment former son personnel. Chaque compagnie a sa politique, que ce soit commerciale, formation, technique et tout. Alors, vous octroyez un numéro de vol à une compagnie privée qui débarque ici comme un jour. La presse belge s'est insurgée parce qu'un avion d'une des compagnies privées, dont j'étais les noms, après avoir raté son atterrissage à Bruxelles, est passé tellement bas au-dessus de l'hôpital Saint-Luc que toute la presse belge en a parlé. Nous avions reçu à Air Congo, enfin à Air Zaïre, les plaintes de l'autorité de l'aviation civile belge à ce sujet. Ben, nous étions désarmés. On leur a dit, mais enfin, c'est pas nos avions. Oui, mais ça porte votre nom. Les Belges savaient que ce n'était pas les avions de la compagnie nationale. Oui, commandant. C'est vrai qu'à l'époque, comme vous l'avez si bien dit, on était en train de charcuter la compagnie nationale. C'est le cas pour le transport aussi maritime, mais on ne va pas parler du maritime avec Onatra ou autre, où on prenait ce qui était une compagnie nationale pour que le privé puisse rentrer. Mais à y abonder, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant? La plupart des pays n'ont plus de compagnie étendard, c'est-à-dire de porte-drapeau. On a vu en Suisse, c'est une époque révolue, hein, il faudrait quand même franchir le cas. On voit maintenant pour la bonne gestion des compagnies qui ne sont pas nécessairement nationales. L'heure n'est plus à Air France, l'heure n'est plus à Swissair, c'est beaucoup plus certaines compagnies qui rentrent. Est-ce que ce n'est pas le temps actuel? Pourquoi le Congo tiendrait tellement à avoir une compagnie nationale alors que c'est vraiment l'inverse qui se fait actuellement? Ben, de toute façon, tenir à une compagnie nationale est une obligation en soi. Le pays est grand, c'est un sous-continent. Regardez l'état de route. Déjà de son temps, je crois que c'était Livingstone ou Stanley qui avait dit que sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Bon, le pays est tellement grand, regardez l'état des chemins de fer du pays, regardez l'état de nos routes, regardez l'état de nos fleuves. Les fleuves sont toujours là, mais il y avait quand même à l'époque des machines qui draguaient pour draguer, oui, les fleuves pour créer ce qu'on appelle en anglais des channels, par où
les bateaux devaient passer. Tout ça n'existe quasiment plus. La seule façon pour les gens de se déplacer, et il y a de plus en plus d'habitants dans le pays, c'est l'avion. Donc, avoir une compagnie nationale, c'est un must. Pourquoi? En cas de crise grave, qu'est-ce que nous constatons? La plupart des compagnies privées sont un peu entre, je sais pas, ils hésitent, quel parti prendre? On prend le parti des autorités actuelles ou on prend le parti de ceux qui sont supposés remplacer les autorités actuelles? Donc ça ne fait pas sérieux. Donc il faut une compagnie nationale qui joue les jeux du pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher les autres d'exister. Non, les autres ont le droit d'exister, le soleil brille pour tout le monde, mais donner les armes suffisantes à la compagnie nationale pour pouvoir tenir la concurrence. Deuxièmement, on n'octroie pas les droits des trafics pour le plaisir. On fait ce qu'on appelle les études du marché. Si le marché est valable, je sais pas moi, pour, je sais pas, je donne un exemple, 500 passagers par mois, et que c'est tout juste et suffisant pour une compagnie ou deux, si vous octroyez les droits à 4, 5, 6 compagnies, ben, vous créez la tombe pour l'ensemble de ces compagnies. Donc, commandant, une dernière question avant de permettre à Ramsès de conclure peut-être. Nous avons ouï dire qu'une nouvelle compagnie allait voir le jour. Ouais. On parle de Congo Airways. Première question, est-ce une bonne chose selon vous? Et la deuxième, que pensez-vous de la perspective de voir justement cette compagnie être gérée opérationnellement, dit-on, par Air France? Ben, d'abord, au départ, la création de cette compagnie, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, parce que ça va permettre à notre pays de disposer d'un élément valable, qui ne sera contesté par personne, que ce soit du point de vue technique, que ce soit du point de vue du choix des avions, ou même la formation du personnel. Ça sera une compagnie fiable. Ça, c'est un. De deux, je n'ai pas participé personnellement aux négociations dans le cadre du partenariat qui va, ou bien qu'ils ont signé avec Air France. Je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit. Tout ce que je sais, c'est que maintenant on est passé au deuxième stade, c'est, je crois, la mise en pratique. Parce que comme on dit, l'objectif c'est créer une compagnie. Bon, maintenant il faut mettre en place les stratégies de la création de cette compagnie. Bon, les stratégies doivent être mises en place, mais ça ne concerne pas un acteur, ça concerne deux acteurs. Air France d'une part, Congo Airways d'autre part. Non, il y a vraiment beaucoup à dire, commandant Diasola. En tout cas, votre livre merveilleux entre ciel et terre résume en tout cas suffisant ce qui peut être dit en aviation civile au niveau du Congo. Mais pensez-vous que le GOPAS qui est en train de se faire une idée, naturellement qui peut être bonne si ça peut renflouer les caisses de l'aviation en général, est-ce que ça rapporte l'aviation civile au Congo? Est-ce que l'État pense vraiment le faire pour des raisons de prestige ou pour des besoins vraiment du peuple congolais? 140 millions de dollars. Hein. Oui, le GOPAS, c'est ce qu'il rapporte par an. Oui, 140 millions de dollars par an. Quand j'étais à Kinshasa au mois de juillet-août, j'ai constaté les travaux au niveau du terminal de l'aéroport d'Ndjili, ce qui est une très bonne chose, parce que d'après mes sources, début de l'année prochaine, nous risquons d'avoir un audit sur l'état de nos aéroports. Et ça risque de faire très mal. Parce que si nous avions été blacklistés au niveau des avions, nous risquons d'être blacklistés au niveau des infrastructures aéroportuaires. Donc, de ce côté-là, ça se justifie, mais à condition que cet argent serve réellement la cause des changements de ce qui se passe. Ce n'est pas avec 140 millions de dollars qu'on peut créer un super terminal ou quoi. Au départ, comme je l'avais dit lors d'une des émissions que j'ai participé,
Cet argent était supposé être une garantie qui permettait au pays de bénéficier d'un crédit justement pour améliorer les infrastructures aéroportuaires de notre pays. Donc, c'est aux dirigeants de dire exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent de leurs aéroports, parce qu'on a quand même une quarantaine d'aéroports au pays, donc ça nécessite énormément d'argent. Donc de ce côté-là, ça peut se justifier, mais ça ne doit pas être définitif. Ce sera le mot de la fin, mon commandant. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre aux questions, de laisser parler les gens. Je remercie Ramsès Ramazani, directeur général de Matongué TV, mais également consultant en transport aérien. Mon commandant, pour votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Entre ciel et terre, publié aux éditions L'Harmattan, je précise que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, devrais-je dire, vous allez le présenter officiellement. Simon Diasolois, ancien commandant des C-10 Air Zahir, consultant aéronautique et expert enquête accident, qui était notre invité. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve sur le plateau de Laisser parler les gens très bientôt pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. À la prochaine.